Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aller un peu plus loin dans ce qui a été fait avant. C'est-à-dire que là, on va décortiquer un peu la structure des molécules et on va voir quelles sont les propriétés qui leur sont associées. Et vous allez voir qu'on va faire beaucoup de choses avec ça, notamment on va enfin reprendre les activités expérimentales, parce que maintenant que vous avez appris tout ça, vous allez voir que vous avez tous les outils pour aller beaucoup plus loin dans la chimie. Voilà, un chapitre sur la fin qui devrait vous plaire. Alors bon, là comme d'hab, je vous remets le programme. Alors la première séance, qui est peut-être pas forcément la plus sympathique, hein, on va parler des solides. Comment un solide fait pour tenir en un seul morceau, hein. Donc il existe deux types de solides globalement, hein. Les solides ioniques, qui sont composés d'ions, hein, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Et contrairement à ce qui est écrit là, excusez-moi, il y a une petite erreur, hein, les solides moléculaires, comme c'est écrit juste au-dessus, hein, qui sont composés de molécules qui sont liées ensemble, hein, et qui forment ce solide. D'accord? Donc on va revenir un petit peu après sur quelles sont ces fameuses liaisons qui permettent à un solide de tenir en un seul morceau. Alors, un solide ionique, vous avez dû peut-être en parler en cristallo, je sais pas, en enseignement scientifique. Ce sont des ions, hein, qui se sont rapprochés ensemble, hein. Donc, vous avez systématiquement des cations, alors, rappelez-vous, chargés positivement, avec des anions chargés négativement. Les charges étant opposées, ils vont s'attirer. D'accord, donc ils vont se rapprocher, mais pas trop près non plus, parce que si vous regardez bien, là, ici, au milieu, vous avez un cation, et de chaque côté, vous avez un anion. Donc, certes, les anions vont être attirés, vont se rapprocher, mais pas trop non plus, parce que si après les anions sont trop près l'un de l'autre, ils vont se repousser. D'accord? Ce qui fait que, du coup, vous avez un certain équilibre qui va se former, hein, au milieu de toutes ces forces, et donc vous avez ce qu'on appelle, effectivement, ce solide ionique. D'accord? Voilà, globalement, hein, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ces solides ioniques. Alors maintenant, il se trouve que ces solides ioniques, qu'est-ce qu'il se passe quand ils sont à l'état solide et quand vous les mettez en solution? Eh bien, à l'état solide, ils sont exactement comme je vous les ai décrits là, d'accord? Maintenant, quand vous les mettez dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les molécules d'eau vont venir en fait un peu squatter là entre chaque ion et il va petit à petit les séparer, ce qui fait qu'ils vont tous se séparer. Résultat, si on prend l'exemple du sel, hein, sa version solide, c'est NaCl, d'accord? Et quand vous le mettez dans l'eau, eh bien, les ions vont se séparer, et ça va donner Na+, plus Cl-, d'accord? Ils vont vraiment partir chacun de leur côté. Alors à partir de ça, eh bien, regardez, je vous en donne 2, 4, 6, hein, donc essayez de voir, alors on le refera aussi en classe, hein, essayez de voir si déjà, vous pouvez pas forcément tous les faire, mais en deviner certains. On peut faire vite fait tiens, le chlorure de fer 2 là, qui est le plus simple, hein. Fer 2, ça veut dire l'ion Fe2+, d'accord? Chlorure, c'est l'ion Cl-. Alors, il se trouve un solide, c'est quand même important que je vous le signale, un solide doit être forcément, pour être stable, hein, il doit être neutre. Ok? C'est-à-dire que vu de l'extérieur, il a l'air de ne pas être chargé. Donc là, si vous avez un ion fer 2 qui donc contient deux charges plus et un chlorure qui ne contient qu'une seule charge moins, ça veut dire que pour chaque ion Fe2+, vous devez avoir deux ions Cl-, hein. Comme ça, vous avez un ion de charge 2 d'un côté et deux ions de charge une de l'autre. Donc ça fait 2 plus d'un côté et 2 moins de l'autre. Et effectivement, il est bien stable. Donc c'est-à-dire qu'à l'état solide, la formule de celui-là, là, c'est Cl2Fe. Ou plutôt, en général, on le met dans l'autre sens, c'est plus joli, hein, FeCl2. D'accord? Et ensuite, quand ils vont en solution, hein, quand il va se dissoudre, eh bien, vous retrouvez le Fe2+ d'un côté, plus Cl- de l'autre, sauf que comme vous en aviez deux dans le solide à l'origine, hein, ça donne Fe2+, plus 2 Cl-, d'accord? Pour chaque ion Fe2+, il y a effectivement deux ions Cl-. Voilà. Essayez de voir si vous pouvez faire les autres, hein. Je vous donne les solutions juste après. Je les commande pas forcément, je vous laisserai faire pause, hein, pour bien regarder, voir si vous avez compris toutes les explications, toutes les solutions. Alors, concernant le rôle des parenthèses, là, je vous expliquerai, hein, mais c'est quand vous avez des groupements un peu gros comme ça, on aime bien les mettre entre parenthèses pour bien distinguer l'ion positif de l'ion négatif. D'accord? Voilà, c'est juste pour ça au final. Concernant le solide moléculaire, bien finalement leur cohésion, hein, ne peut pas s'expliquer par des interactions électrostatiques, puisque les molécules ne sont pas chargées électriquement, donc elles ne peuvent pas s'attirer, hein. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, hein. On dit que ce sont des interactions entre des dipôles électriques, c'est-à-dire que quand vous regardez bien, rappelez-vous de ce qu'on a vu dans le chapitre d'avant, hein, sur les molécules qui peuvent être polaires, hein. C'est-à-dire que globalement, vous avez les électrons qui sont majoritairement là au niveau de l'oxygène, et les hydrogènes n'ont finalement plus beaucoup d'électrons, hein. Eh bien, ça fait apparaître quand même une espèce de ce qu'on appelle un dipôle électrique, c'est-à-dire que vous avez un côté qui est plutôt chargé moins et l'autre côté plutôt plus, hein. Ce qui fait que quand une molécule s'en approche, eh bien, les électrons qui sont, par exemple là vous avez la molécule I2, hein, les électrons qui sont au niveau de l'atome d'iode ici,
Ben, comme ils vont se rapprocher d'une charge négative, ben, les électrons vont tendance à avoir à partir sur l'autre atome, et ça fait que vous avez apparition eh bien, d'une charge négative du côté opposé et d'une charge positive devant. Résultat, vous avez l'atome d'oxygène qui est plutôt chargé négativement, cet atome qui est plutôt chargé positivement. Résultat, ils vont s'attirer et ils vont se lier assez fortement. D'accord? Voilà, vous avez tout un système comme ça de mouvement un peu des électrons en fonction de la structure des molécules, hein, notamment la molécule d'eau est assez parlante, hein. On appelle ça une interaction de Van der Waals, hein, quand vous avez ce genre d'interaction où finalement vous avez des charges électriques qui apparaissent là où il n'y en avait pas forcément, hein, uniquement dû à l'électronégativité des atomes qui font que les molécules deviennent polaires et donc bah, voilà, elles s'attirent entre elles. Maintenant, à se noter hein, que la cohésion des solides moléculaires est plus faible que celle des cristaux ioniques. Vraiment, dans les cristaux, dans les solides ioniques, hein, les interactions entre des charges opposées est extrêmement forte, alors que là, c'est un petit mouvement d'électrons qui fait que vous avez une petite interaction qui se forme, hein, mais le meilleur moyen de le voir, hein, c'est de voir à quelle température vous arrivez effectivement à séparer toutes ces molécules ou ions. Eh bien, par exemple, hein, l'eau fond à 0 degré, d'accord? À l'état solide, elle devient liquide à 0 degré. Alors que par exemple, pour le sel, il faut monter à 800 degrés pour réussir à les séparer. D'accord? Donc, il faut beaucoup plus d'énergie pour séparer les ions dans le chlorure de sodium que les molécules d'eau dans l'eau. Ok? Donc, je vous donne ici quelques petites explications un petit peu compliquées, mais bon, c'est au programme, donc je vous les explique. Je vois personnellement pas trop l'intérêt de vous l'expliquer pour l'instant, mais bon, c'est au programme, je suis un bon soldat. Les molécules polaires, hein, c'est celles, rappelez-vous, hein, qui ont un atome beaucoup plus électronégatif que l'autre, donc ce qui fait que vous avez une charge finalement qui apparaît, hein. Là, par exemple, ici dans le cas le chlore est plus électronégatif, donc attire plus à lui les électrons. Donc ça fait que ben voilà, vous avez finalement, vous avez ici, comme si vous aviez des ions hein, presque, hein. Un atome qui est plus chargé négativement, qui du coup va être attiré par celui qui est plutôt chargé positivement, hein. Et vous avez donc des interactions ici qui se forment, et c'est comme ça que l'échantillon tient. Par contre, quand vous n'avez pas de molécule polaire, qu'il n'y a pas d'atome particulièrement plus électronégatif que l'autre, c'est pas censé arriver ça. Mais il se trouve que comme les électrons, je vous ai dit que ces électrons, eh bien, ils bougent, il arrive de temps en temps, du coup, que ces électrons soient plus proches d'un noyau que de l'autre. Et dans ce cas-là, il y a un côté qui est plus négatif que l'autre. Donc là, hein, avec ça, hein, vous allez avoir de temps en temps un noyau qui va être plus positif, un atome qui est plus positif que l'autre. Et donc cet atome plus positif va être attiré par un atome plus négatif d'une autre molécule. Et donc vous allez avoir une espèce de petite interaction qui va se former. Mais elle est faible, hein, elle est vraiment, elle est assez faible. Par exemple, le cas du diode. Le diode, c'est deux atomes d'iode, hein, donc il n'y en a aucun qui est plus électronégatif que l'autre. Mais ces électrons se baladent et il y a un moment donné, ils vont peut-être être plus près d'un atome que de l'autre. Bah, du coup, il y en a un qui va être plus négatif que l'autre. Donc cet atome plus négatif va être attiré par un autre atome d'une autre molécule de diode, hein, où il y aura eu le même système. Voilà, un peu comme c'est dessiné là. Voilà en gros, hein, mais voilà, à noter que ce sont quand même des interactions qui sont pas super fortes, ok? Et enfin, vous avez la liaison hydrogène. Alors la liaison hydrogène, c'est quoi? Eh bien, vous avez un exemple ici, hein. Vous avez l'eau. L'eau est un très bon exemple. Là, je vous fais de manière plus générale, hein. Il se trouve que des fois, les hydrogènes sont liés à une molécule, hein, et peuvent former un petit pont avec une autre molécule qui a des doublets non liants. Les fameux doublets non liants, là, vous avez un exemple, hein, deux doublets non liants au niveau de l'oxygène. Eh bien, il peut former un pont, on appelle ça une liaison hydrogène avec un autre hydrogène. Cette liaison là entre l'hydrogène et donc des doublés non liants est quand même assez forte, hein, bizarrement plus forte que les forces de Van der Waals qu'on a vu juste avant. D'accord? Donc à noter que les espèces chimiques qui sont capables de faire des liaisons hydrogènes hein, sont très solubles dans l'eau, parce que dans l'eau, comme vous avez H2O, vous avez cet oxygène là qui a deux doublés non liants, ben lui il peut former des ponts hydrogènes comme ça. Donc si vous avez des espèces chimiques qui peuvent former des liaisons hydrogènes, eh bien elles sont très solubles dans l'eau. Ok, donc voilà, essayez de vous rappeler hein, que effectivement un cristal ionique, sa cohésion est surtout assurée par ces fameuses interactions électrostatiques dues aux charges des ions, alors que dans un solide moléculaire, ce sont des interactions un petit peu plus faibles, hein. Donc la liaison hydrogène, c'est celle qu'on vient de voir entre un hydrogène et des doublés non liants, et les interactions de Van der Waals hein, qui peuvent venir du mouvement d'électrons qui vont à un moment donné donner des charges positive ou négative à un atome bien précis, et donc cet atome va se lier à une autre molécule, à l'atome d'une autre molécule, et c'est comme ça que vous allez avoir une chaîne. D'accord? Alors,
Avec tout ça, qu'est-ce qu'on va en faire en deuxième séance? Eh bien, il se trouve qu'on va pouvoir maintenant se pencher sur la dissolution des solides. Comment dissoudre un solide dans un liquide, d'accord? Pour ce qui est d'un solide ionique, il ne va se dissoudre uniquement que dans les solvants polaires. Ok, il faut donner envie aux ions de se séparer. Comme ils sont chargés, eh bien, il faut leur donner un solvant qui aura lui-même des charges. C'est le cas de l'eau, par exemple, hein. Et donc, vous allez avoir cette dissolution, hein, qui va se passer en trois étapes, hein. D'abord, les ions vont se dissocier. Ensuite, ils vont s'associer avec le solvant polaire. Ok, et ensuite, ils vont se disperser partout dans la solution. Ok. Donc voilà, globalement, ce qu'on peut en dire, hein. Donc là, vous avez globalement les différentes étapes, hein. C'est-à-dire que vous avez le solide à la base, les ions vont se dissocier. D'un côté, vous avez les Na+ qui vont être attirés par les oxygènes, puisque les oxygènes sont plutôt chargés négativement, puisqu'ils sont plus électronégatifs, alors qu'un Na+ est une charge positive, hein. Donc voilà globalement comment les molécules d'eau vont s'agencer autour de cet ion. Pour le Cl-, c'est l'inverse. Comme le Cl- est chargé négativement, il va plutôt attirer à lui les hydrogènes, qui sont eux chargés plutôt positivement, dû au fait que l'oxygène attire les électrons préférentiellement. D'accord? Ensuite, pour ça, on va rédiger ce qu'on appelle une équation de dissolution. Ok? Alors bon, globalement, elle est simple, hein. Je vous donne un exemple ici. NaCl à l'origine, une fois qu'il est dans l'eau, Na+, plus Cl-. Alors, à noter, hein, que c'est là qu'interviennent ces fameuses parenthèses, hein. Le S veut dire qu'il était solide à l'origine, AQ veut dire aqueux, c'est-à-dire qu'il a été dissous dans l'eau. D'accord? Voilà, globalement. Quand on utilise un autre solvant, ça arrive qu'on le précise au-dessus de la flèche, hein. Le solvant, surtout, ne figure pas dans l'équation, mais ça peut arriver qu'on le précise au-dessus de la flèche pour dire dans quelles conditions on a fait cette dissolution. Pour vous entraîner, je vous demande là, essayez de voir si vous arrivez à rédiger l'équation de dissolution du chlorure de cobalt. Ok. Alors pour ce qui est d'un solide moléculaire, bon, ben, c'est simple, hein, l'eau vient squatter, en gros, hein, l'eau vient squatter entre ces fameuses interactions d'hydrogène de Van der Waals, hein. Voilà, elle vient petit à petit couper ces interactions et prendre leur place, hein, entre guillemets. Ok? Et donc, voilà, globalement, vous avez des solvants polaires et des solvants apolaires, hein. On reviendra dessus pendant la séance, hein. Et donc, franchement, pour aller plus vite, ce qu'il faut retenir, c'est que les solides ioniques, si vous voulez les dissoudre, il faut utiliser des solvants polaires, comme l'eau. Des molécules polaires, eh ben, sont solubles dans des solvants polaires, comme l'eau. Par contre, des molécules apolaires seront solubles uniquement dans des solvants apolaires. Ok, donc en fonction des molécules que vous avez, vous pourrez choisir quel est le solvant que vous allez utiliser pour le dissoudre. D'accord? Ça va vraiment avoir son importance pour les prochaines séances. Rapidement, un petit rappel de ce qu'on a fait en début d'année, hein. La concentration des ions, par exemple, en solution, hein, donc la concentration en quantité de matière, elle est en mol par litre. Pour la calculer, il faut la quantité de matière en mol divisé par le volume en litres. Attention maintenant, attention à ce qu'on va vous demander. Si on vous demande, on fera beaucoup d'exercices là-dessus. Si on vous demande la concentration d'un ion en particulier, il faut vraiment prendre la quantité de matière de cet ion. Pas de la substance que vous aviez à l'origine, de cet ion-là, d'accord? La concentration en masse, c'est la même chose, mais avec la masse de la substance. Vous avez cette relation que je ne vous avais pas donnée la première fois, que vous pourrez techniquement retrouver, ou soit parce que vous avez multiplié les étapes, soit parce que vous commencez à être bon en mathématiques, hein. Mais vous avez une relation qui relie la concentration en quantité de matière de la concentration en masse. C'est la concentration en quantité de matière qui est égale à la concentration en masse divisée par la masse molaire de la substance. D'accord? Bon, voilà. Je vous fais cette application-là. On pèse 2,5 grammes de cette substance, hein. On parle de sulfate de cuivre pentahydraté, parce qu'il y a de l'eau qui est liée avec, hein. Dans une fiole de 500 millilitres, on va compléter avec de l'eau et on vous demande de calculer la concentration des ions Cu2+. Alors voilà la correction, hein. D'abord, il faut calculer la quantité de matière apportée. On a la masse, on nous donne la masse molaire dans les données, hein, elle est là. Donc vous calculez, ça veut dire que vous avez 0,01 mol de cette substance. Ok? Ensuite, vous établissez l'équation de la réaction, hein. Donc vous avez cette substance-là qui va donner Cu2+, plus SO4 plus le 5H2O, dont honnêtement on s'en fout complètement. D'accord? Vous savez qu'à l'état initial, vous aviez 0,01 mol de cette substance, et que vous n'en aviez pas de l'autre. Ok? Et ensuite, à l'état maximal, vous avez 0,01 moins Xmax. Ok? Et là, de ce côté-là, Xmax, Xmax et 5Xmax, mais honnêtement, on s'en fout tout pareil. Comme la dissolution est complète, hein, c'est-à-dire que ce Xmax il est égal à 0,01, pour donner 0 ici, hein, donc Xmax ici est égal à 0,01. Donc vous avez 0,01 mol de Cu2+. Dans 500 millilitres, donc pour calculer la concentration en quantité de matière, hein, c'est N sur V, vous avez 0,01 mol divisé par les 0,5 litres, ça vous donne 0,02 mol par litre. Votre concentration en ion Cu2+, elle est de 0,02 mol par litre. D'accord? On va le refaire aussi en classe, ça, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, je comprendrai.
Idem, je vous demande de m'appliquer tout le même schéma là, mais avec ça, d'accord? Cette fois-ci, c'est à l'inverse. Je vous dis que je veux une concentration précise. Comment on prépare cette solution? Ok. Donc, je vous donne toutes les informations ici, hein, et FeCl3 6H2O, je vous donne la masse molaire. Donc, je vous demande de retrouver par le calcul la masse molaire de ce truc-là, hein, la masse molaire qu'on vous donne là. À partir de ça, vous devez y retrouver la signification des pictogrammes, bon, et ensuite de me faire toutes ces questions-là. Ok. Et enfin, en dernière séance, nous allons voir comment extraire effectivement des substances par un solvant. Ça, c'est une partie qui est fascinante, qui est géniale, hein. Vous allez plutôt apprécier ces séances. C'est que dans la nature, vous avez des tonnes de molécules. Pour ça, il faut les extraire. Si on veut les utiliser, il faut les extraire. Et pour ça, il faut donc choisir le bon solvant. Et à partir du moment où vous choisissez le bon solvant, vous pouvez extraire à peu près tout ce que vous voulez, tant que c'est pas trop inaccessible dans le matériau. Ok. On va en faire en classe. Ça sera peut-être même votre éval de fin de chapitre. Et vous allez voir, c'est simple, c'est très agréable. Donc, pour choisir ce fameux solvant extracteur, il faut trois conditions. Il faut que le solvant extracteur ne soit pas miscible avec le mélange. Si vous avez un mélange liquide et que vous voulez récupérer une seule substance là-dedans, il faut que vous choisissiez un solvant qui ne se mélange pas avec cette substance. Parce que si elle se mélange totalement, vous n'êtes pas plus avancé. Il faut bien un solvant qui est non miscible avec ce mélange. Comme ça, ils vont bien être séparés tous les deux et vous pourrez récupérer l'une des deux substances beaucoup plus facilement. L'espèce chimique que vous voulez extraire doit être beaucoup plus soluble dans le solvant que vous allez utiliser que dans le mélange initial, sinon il ne va pas migrer, d'accord? Et enfin, il faut qu'il soit le moins toxique possible, ok? Donc voilà, globalement, hein, si ce n'était pas très clair, je vous montre concrètement, hein. Vous avez donc un mélange ici avec une substance que vous voulez extraire. Vous y versez le solvant, vous agitez, et là, normalement, si vous regardez bien, la substance, hein, va avoir changé. Enfin, si vous regardez bien, là on ne le voit pas, mais vous le verrez en classe, c'est très visuel. La substance qui vous intéresse aura migré, elle aura changé de côté. D'accord? Donc ensuite, bah, vous virez le mélange initial parce qu'il ne vous intéresse plus et vous gardez uniquement la phase dans laquelle il y a l'espèce que vous vouliez extraire. Ok? Donc pour ça, les informations qui nous intéressent, c'est la solubilité dans un solvant. Ok? Il faut que vous sachiez l'espèce que vous voulez extraire, il faut que vous sachiez quelle est sa solubilité dans l'eau, dans d'autres solvants, pour choisir le meilleur solvant possible. Et il faut que vous connaissiez aussi la miscibilité des liquides. Il faut que vous trouviez un liquide qui ne se mélange pas avec le mélange que vous avez à l'origine. Ok. Alors, voilà, je vous parle d'un petit aparté parce que dans le programme, on vous demande de parler du savon, mais on ne sait pas trop le caser. Donc je vous le mets là, hein. Les savons, c'est une molécule bien particulière. En fait, vous avez une partie qui est soluble dans l'eau, alors qu'une autre partie est soluble dans la graisse. Ok. Donc, c'est exactement le fonctionnement du savon. Quand vous appliquez du savon sur vous, vous avez la partie qui est hydrophobe, c'est celle-ci. C'est-à-dire que c'est la longue chaîne carbonée là qui, elle, est soluble dans les graisses, qui va s'attacher aux graisses qu'il y a sur votre peau, hein. C'est un peu pour ça que vous vous lavez, parce que vous êtes sale, spoiler alerte. Et vous avez une tête ici qui est hydrophile, c'est-à-dire qu'elle s'entend très bien avec l'eau. Donc, quand vous mettez du savon, vous avez la queue là, hydrophobe, qui va s'attacher à la saleté. Et quand vous allez vous laver, la tête, la tête hydrophile va en fait s'attacher à l'eau et va partir et va emporter avec elle la queue qui est elle attachée aux graisses. Et c'est comme ça que la saleté s'en va. D'accord? Alors on dit, hein, qu'autour d'une tache de gras, vous avez toutes ces molécules de savon qui viennent s'agglutiner, hein. Ça forme une structure qu'on appelle un micelle. Bon, voilà. Vous faites une belle jambe, mais voilà, on appelle ça un micelle. Enfin, pour finir, je vous donne quelques ions qu'en général on vous demande de commencer à connaître. Vous allez les utiliser de plus en plus souvent. Donc voilà, chlorure, Cl-, fluorure, F-, bromure, Br-, sulfate, SO4 2-, hydroxyde, H-, il y en a quelques-uns comme ça qui vont être assez faciles à retenir. Et à l'inverse pour les cations, hein, H+, Na+, K+, bon, il y en a certains qui... Le cuivre, c'est U2+, bon voilà, il y en a certains qui vont commencer à vous rentrer dans la tête. Voilà. Eh bien, c'est tout pour moi, hein. J'espère que vous avez bien tout suivi. De toute façon, encore une fois, on va faire des séances sur tout ça, hein. Moi, je vous dis à la prochaine séance.